Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder ensemble la situation actuelle au niveau de la recherche des études concernant le TDAH en 2019. Dans les études aujourd'hui, ce que nous pouvons prouver, c'est l'importance de la qualité du sommeil. Beaucoup de personnes qui ont TDAH ont un trouble du sommeil et nous savons aujourd'hui, grâce à ces études, la nécessité de bien dormir dans le noir, d'avoir une lumière tamisée le soir chez soi, d'arrêter les écrans idéalement vers 21h30 car notre cerveau sécrète une substance qui permet de préparer à l'endormissement. Il est donc nécessaire de bien dormir dans le noir et la journée d'être bien exposé à la lumière, au soleil. Les études ont montré que toutes les personnes qui vivent dans les pays où l'ensoleillement est beaucoup plus important ont une meilleure qualité de sommeil. Il est donc important de ne pas mettre de lunettes de soleil. Il est important, si nécessaire, de faire de la luminothérapie si vous vivez dans un lieu où il n'y a pas assez de lumière. Nous avons des études qui ont pu montrer que le fait de faire 20 minutes d'activité cardiovasculaire par jour améliore très clairement la sécrétion neurochimique dans notre cerveau et donc améliore la concentration, diminue l'anxiété, permet une meilleure stabilisation de l'état émotionnel. Puis nous avons toute une série d'études qui ont été faites par rapport à la nourriture. Elles ont été faites par plusieurs pays différents, l'Allemagne, la France, les États-Unis, les Anglais. Des études sur la nourriture qui portent sur les colorants, sur le sucre, sur certains régimes plus ou moins stricts. Il ne s'agit pas de savoir si les colorants sont bons ou pas bons, si le sucre est bon ou pas bon, mais de savoir si ça a un impact concret et réel sur le TDAH. Eh bien non. Aucune étude ne peut prouver que les colorants aggravent le TDAH, que le sucre aggrave le TDAH ou que des régimes stricts amélioreraient le TDAH. Non, aucune étude n'a pu prouver cela. Par contre, nous savons que les oméga 3 favorisent et aident très clairement à une amélioration, donc une meilleure sécrétion des substances neurochimiques. Donc ceci est favorable pour l'individu. Puis nous avons maintenant toutes les études qui ont été faites sur ce trouble neurodéveloppemental sur des cohortes extrêmement importantes. À Hong Kong, par exemple, sur 146 millions de personnes. Comme vous le savez, ce trouble est neurodéveloppemental, on naît avec et on meurt avec. Il y a, en plus de cette fragilité liée à ce trouble, des marqueurs complémentaires. Il en existe 17. Je vais simplement vous en citer quelques-uns. Il y a le marqueur lié au TDAH sur le risque de développer des dépressions à risque suicidaire. Le marqueur génétique lié au risque d'obésité, de poids au-dessus de la norme. Le marqueur lié au risque de développer du diabète et des marqueurs pour certains cancers aussi. Nous savons aussi qu'il y a le marqueur pour les risques de développer une plus grande fragilité aux dépendances, dépendances aux substances comme l'appétence particulière au cannabis. Nous savons aujourd'hui que 60% des gens qui ont un TDAH qui n'est pas traité sont à risque de développer une maladie de dépendance, 60% d'entre eux. Dans les études où les personnes ont eu des consommations importantes de cannabis, cela a retardé et peut retarder le développement de la zone préfrontale du cerveau. Souvenez-vous, cette zone-là, le préfrontal, cette zone qui nous permet d'être là, ici et maintenant, d'apprendre des choses nouvelles et de pouvoir observer des choses sur nous-mêmes. Il est donc absolument essentiel de préserver ces gens de ces risques-là. Aujourd'hui, grâce à cette étude sur 146 millions d'individus faite à Hong Kong, on a pu mesurer que grâce au traitement, il y a une réelle diminution de ces risques de dépression, de prise de risques dans la vie du quotidien, de prise de substances, moins de blessures corporelles, moins de criminalité. Le traitement diminue très clairement à raison de plus de 30%. Tous ces aspects. Les études ont montré que la continuité de la prise du traitement permettait une meilleure scolarisation avec un plus grand engagement sur la durée, une meilleure qualité de vie sociale, une meilleure qualité de vie de couple et de famille. Et puis, les dernières études qui ont été aussi menées aux États-Unis sur l'importance de traiter le plus tôt possible les individus avec des carences dopaminergiques importantes ont fait qu'aujourd'hui, il est proposé à des enfants dès l'âge de 3 ans de pouvoir accéder au traitement, ce qui leur permet de préserver
l'estime d'eux-mêmes, d'augmenter leur capacité d'apprentissage, de préserver leurs relations avec leurs frères et sœurs et avec leurs camarades, de préserver les parents, la famille. Ils en ont même fait une raison de santé publique. Aujourd'hui, les études montrent que dans la transmission du trouble TDAH sur le plan génétique, transmission d'une génération à l'autre, on sait que si un des parents est concerné, il y a 45% de chances qu'il transmette le trouble. Si les deux parents sont concernés, c'est 80% de chances qu'il y a de transmettre le trouble à la génération suivante. Concernant la notion de comment évolue le TDAH entre l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Aujourd'hui, on sait qu'en fait, en grandissant, la personne arrivant à l'âge adulte va quand même garder 60 à 80% de partie d'expression du trouble. Raison pour laquelle il est absolument nécessaire de diagnostiquer les adultes et de les traiter. Voici les différents domaines en 2019 sur les études et la recherche. À bientôt, au plaisir de vous retrouver.